Est-ce que vous êtes prêts pour un debunk intégral de toute la pensée économique critique du capitalisme, tout le marxisme entièrement débunké par un YouTuber? Un YouTuber, je pense que c'est la première fois qu'on va réagir à son contenu sur stream, donc on va le découvrir ensemble. Il s'appelle Mos Majorum et il nous fait une petite série de vidéos pour critiquer le marxisme, l'erreur capitale de Karl Marx. Et là, il vient de sortir une vidéo sur la valeur travail et tout. C'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu avec les libertariens dans le débat là qui m'ont un petit peu sorti le truc de la valeur travail et m'ont demandé si je le soutenais. Ce à quoi j'ai répondu que je voyais pas vraiment l'intérêt du débat sur la valeur travail, c'était pas vraiment le cœur du sujet pour moi. Mais let's go les gens, on va écouter. On va peut-être skip des moments et tout. L'erreur originelle du marxisme. Répondre à cette question a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de tuer l'argument zombie du vrai et du faux communisme. Selon une légende singulièrement tenace en France, le communisme, dans ce qu'il a de mauvais, serait un détournement et une mauvaise application du marxisme qui, lui, serait bon. Chercher l'erreur originelle, non pas du communisme, mais du marxisme, permet de briser cette fausse distinction et de réunifier l'erreur théorique et ses mauvaises conséquences pratiques. Ouais, alors déjà d'entrée de jeu, je remarque que Mos Majorum, il va répondre à des gens qui sont pas très très solides, d'accord ? Parce que si aujourd'hui en 2025, il y a des gens qui en France se réclament de l'application du communisme tel que Karl Marx l'a décrit et défendu, je veux dire Karl Marx, ok, le gros du travail de Karl Marx, si vous regardez, c'est les ouvrages du Capital, qui sont une analyse du système économique capitaliste et de ses mécanismes internes, de ses contradictions internes, des conséquences qu'il a sur la vie des gens, sur le rapport au travail, sur plein d'aspects, d'accord ? Beaucoup moins sur le communisme, sur le futur système qu'il proposait d'implémenter pour dépasser le capitalisme. Il était pour le dépassement du capitalisme, il disait « tous les travailleurs, unissez-vous, brisez vos chaînes, renversez ce système », mais il disait « le communisme, c'est le mouvement réel de sortie de ce système capitaliste ». Donc il est resté volontairement extrêmement flou sur ça, très très vague en disant le communisme est un système sans classe, sans État et sans argent. Pour moi c'est extrêmement flou et d'ailleurs je suis en désaccord. Moi personnellement je suis pas pour un système sans État et sans argent. Hein. Un système où tu as remis en cause l'opposition bourgeoisie-prolétariat, je suis totalement favorable à ça. Hein. Moi, nous, on décrit assez précisément quand même un système post-capitaliste qui a amélioré la vie de la majorité des gens. En disant, voilà, ce seraient des collectifs de travailleurs, des coopératives, des entreprises privées sur un marché, hein, toujours, mais des coopératives, des services publics encore plus forts qu'aujourd'hui qui garantissent des besoins vitaux dans tous les aspects. Et en gros, déjà là, on a fait un énorme pas de sortie du statu quo économique actuel. Mos Majorum, je sens qu'il va parler vraiment des gens qui sont très dans l'idéologie du marxisme premier degré, qui rentrent pas dans les détails comme ça, quoi. Ce qui est vraiment une cible facile, à mon avis, politiquement, enfin. Dans un diagnostic commun. Le second objectif, c'est de s'en prendre directement à l'erreur qui irrigue toutes les erreurs, toutes les déclinaisons marxistes contemporaines, qu'elles soient syndicales, fiscales, culturelles ou métapolitiques. Si le marxisme repose sur une base erronée, identifiable, alors il est plus efficace de s'attaquer à elle qu'à toutes les interprétations qui sont tout aussi erronées et qui en découlent. Identifier le problème originel du marxisme, c'est trancher toutes les têtes de l'hydre à la fois. Ok, bon là il reste très général sur, on va peut-être rentrer, alors plan de la série, valeur d'un bien. Est-ce que c'est intéressant tous ces sujets ? J'avoue que tous les débats autour de comment se forment les prix, comment on définit la valeur des biens, des services et tout, c'est pas super intéressant pour moi. Hein. Peut-être on va passer direct à l'épisode 2, non ? Je pense que dans l'épisode 1, il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais pas si aujourd'hui il y a des gens qui pensent vraiment que la valeur d'un produit peut être juste déterminée par le temps de travail moyen qui est effectué dans l'économie pour produire le truc, comme s'il n'y avait pas aussi la hype, le marketing. Enfin, je pense, j'ai jamais entendu une personne défendre premier degré ce truc. Et je m'en fous de savoir si c'est une mésinterprétation de Marx ou si c'est vraiment ce qu'il pensait. Honnêtement, c'est pas super intéressant. On va passer à l'épisode 2 direct, je crois. J'ai eu beaucoup de retours sur la première vidéo de la série, dont un auquel je m'attendais un peu moins, qui s'apparentait à quelque chose comme ceci. Pourquoi donc veux-tu faire un cours d'économie sur YouTube ? À quoi bon parler de concepts de valeur d'usage ou de... DPT, le problème originel du marxisme, c'est Marx n'avait pas dit précisément quoi faire dans une élection uninominale à 2 tours. La manière de fixer les prix peut paraître très secondaire par rapport à des débats sur la répartition des bénéfices dans une entreprise. Et ah, on est d'accord. Ce n'est clairement pas le premier sujet qui vous vient à l'esprit si on parle de marxisme. Votre rencontre avec le marxisme, votre première fois marxiste, c'est le débat sur le partage des richesses produites et plus précisément l'existence d'un profit dans le processus de création des biens qui est interprété par les marxistes comme une exploitation. S'il y avait une revendication marxiste, ce serait de mettre fin à ce qui est interprété comme un vol de la valeur générée par le travail des producteurs. Ok, ça c'est déjà plus intéressant. Pour moi, ça c'est 1000 fois plus important comme débat. Donc, moi personnellement, je pense en effet que dans le capitalisme actuel, il y a un vol massif
de la production de richesse des travailleurs. Ça, je suis complètement d'accord, et c'est un truc analysé bien Marx là-dessus. Mos Majorum prétend débunker qu'il y a de l'exploitation dans le capitalisme, qu'il y a de l'exploitation des travailleurs. Donc ça va être je sais pas ce que ça va être, mais les arguments d'habitude de la part de libéraux, de droitards économiques sur ce truc-là, ça va être non, mais en fait, comme la classe capitaliste flèche les investissements et fait des choix d'investissement, ce genre de choix, c'est de base une production de valeur, et donc ça justifierait de les rémunérer à hauteur de centaines de milliards tous les ans dans l'économie, parce qu'en fait, ils prennent des décisions économiques qui sont incroyablement intelligentes et personne d'autre pourrait les prendre à leur place. Et c'est vraiment trop stylé comme système. Donc voilà, on va écouter c'est quoi la défense du statu quo qui va nous présenter là. Je vais donc vous partager mon étonnement sur ce sujet en partant de la création de ma propre petite entreprise qui s'appelle Carmin. Carmin est une maison d'édition, c'est-à-dire que globalement, 5 types de missions sont nécessaires à son bon fonctionnement. La première mission est de trouver des textes. Ça c'est toujours bien, hein, toujours le signe d'une argumentation rigoureuse quand vous partez d'un exemple personnel, d'une anecdote. Vraiment, ça c'est cool. La première mission est de trouver des textes qui méritent d'être édités et de négocier les contrats pour les droits. La seconde mission consiste à faire la traduction et le travail d'annotation et de préface. La troisième mission consiste à faire le graphisme de la couverture, à mettre en page le texte et à préparer ce texte pour l'impression. La quatrième mission consiste à faire la logistique des livres, ce qui revient à recevoir des palettes, à préparer et expédier les commandes à tous les lecteurs. D'accord, donc il a une petite entreprise, une petite PME. Je précise un truc, c'est possible qu'en France aujourd'hui il y ait des petites entreprises où il n'y a pas réellement d'exploitation. C'est possible qu'il n'y ait pas d'exploitation de la part des gens qui possèdent la boîte, d'autres travailleurs dans l'entreprise, d'accord, c'est possible. Hein. Tu as des entreprises en France qui aujourd'hui garantissent que ça soit le cas, ou que ça tende vers ce cas-là, c'est-à-dire les SCOP. Dans les SCOP, tu as une gestion démocratique des investissements, tu as un système de une personne égale un vote. L'assemblée des actionnaires, en fait, c'est l'assemblée des travailleurs qui prennent des décisions. Et tu t'assures qu'il y ait une transparence et des trucs pour qu'il y ait un minimum d'exploitation de la part de certaines personnes dans l'entreprise sur d'autres travailleurs. Donc c'est possible. Il y a même des petites entreprises qui n'ont pas le statut légal de SCOP, mais où il y a, il y a il y a un système d'organisation qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'exploitation. Après, je sais pas pourquoi on part sur cet exemple-là. Juste, je vous rappelle ce que c'est la réalité aujourd'hui du capitalisme en France et ce pourquoi, par exemple, moi je critique ce système et je veux qu'on en sorte. Est-ce qu'on peut se remettre l'exemple parfait de la bourgeoise qui vient à l'Assemblée Générale des actionnaires? Lamentable. Nous, on est actionnaires, on a le droit de venir à l'Assemblée Générale. Ils nous empêchent de rentrer. Tout à fait. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, mais pourquoi, quel sens ça a pour vous de venir ici pouvoir faire votre travail, en fait? Non, mais moi, je suis actionnaire, donc je ne travaille pas. Et une question, ils sont là pour le climat, mais je suis sûr qu'ils iront... Devant le siège de Total au moment de l'AG des actionnaires, là elle laisse échapper quand même la vérité, c'est-à-dire je suis actionnaire, je ne travaille pas, madame. De son point de vue, c'est insultant même de suggérer qu'elle pourrait être une travailleuse et qu'elle devrait travailler pour gagner l'argent qu'elle gagne. Donc je rappelle juste, la réalité c'est que 54% des salariés en France travaillent dans des entreprises de plus de 250 salariés. 4 millions de salariés dans les grandes entreprises, 3,7 millions dans les micro-entreprises. Puis les micro-entreprises, c'est souvent des grandes entreprises, mais cachées avec le statut micro-entrepreneur. Et ensuite, 25% des salariés dans les entreprises taille intermédiaire. C'est juste pour vous montrer un peu la concentration des travailleurs dans un petit nombre de très grandes entreprises, c'est la concentration du capital, pour qu'on parle quand même de trucs un peu plus représentatifs qu'une toute petite boîte. On reprend son exemple. Aucune de ces 5 missions est importante pour le fonctionnement de l'entreprise et aucune de ces missions ne peut vraiment être supprimée. Mais elles ne génèrent pas toutes le même chiffre d'affaires. Si je rajoute 1 heure de temps sur une de ces 5 missions, je vais générer plus ou moins de chiffre d'affaires supplémentaire. Je vais ramener tout ça en valeur journalière pour vous donner un exemple chiffré qui est un petit peu fait à la... Donc là, il a dit, en gros, il y a 5 missions à faire dans la production du produit qu'on vend. Comment il connaît le chiffre d'affaires horaire généré ? Sachant que il faut que les 5 missions, on est d'accord qu'il faut que les 5 missions soient faites pour qu'un livre soit vendu. Trouver un texte, faire la traduction, gérer la logistique, faire la promotion. On ne comprend pas du tout comment il trouve ces chiffres. Il donne une source ? Si je rajoute 1 heure de temps sur une de ces 5 missions, je vais générer plus ou moins de chiffre d'affaires supplémentaire. Si je donne 1 heure de temps en plus sur une de ces tâches, je vais le générer... Bah non, parce que si tu donnes plus de temps sur la recherche de livres, mais pas sur les autres aspects, en quoi tu vas vendre plus de livres ? Je vais ramener tout ça en valeur journalière pour vous donner un exemple chiffré qui est un petit peu fait à la hache, donc on n'est pas du tout à la dernière virgule près, mais voilà ce que moi en tant qu'entrepreneur, je génère avec chacune de ces activités à peu près. Puisque vous êtes de plus... Donc c'est lui qui fait toutes ces tâches, mais en faisant la mission 5, il génère 60 € par heure ?
en faisant la promotion des nouvelles parutions auprès des lecteurs potentiels de gérer le site web et de préparer les facturations, là, il gagne 60 € par heure. Et sur les autres, il gagne moins. Je comprends absolument pas le raisonnement. On est d'accord, c'est pas comme ça que ça marche, puisque toutes les étapes de la production sont nécessaires pour vendre des livres. Quelqu'un comprend le truc ou pas? Pour vous donner un exemple chiffré, qui est un petit peu fait à la hache, donc on n'est pas du tout à la dernière virgule près, mais voilà ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je génère avec chacune de ces activités à peu près. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à commander les livres de Carmin et que Carmin est en croissance, se pose à moi la question de recruter des personnes pour certaines des tâches. Par exemple, pour mettre les livres dans des enveloppes, inscrire l'adresse, coller un timbre et mettre le tout dans une boîte aux lettres, je suis prêt à rémunérer un employé, par exemple 2 heures par jour, en lui donnant 100% de la valeur générée par son travail. C'est-à-dire que je prends la valeur que moi je génère. Attends, mais c'est qui choisit que c'est 100%? Attends, quoi? Donc il a arbitrairement trouvé des chiffres et il va dire si j'emploie quelqu'un sur cette tâche-là, je vais pas l'exploiter parce qu'en fait cette tâche-là, elle génère moins que ce que moi je génère sur une autre tâche. Sauf qu'en fait, les 2 tâches sont nécessaires pour qu'il y ait même un chiffre d'affaires au final de l'entreprise. Donc comment tu détermines ça? Avec ce travail chaque heure et je lui donne 100%, je ne prends aucun profit sur ce travail. Donc, pour ma part, je vais pouvoir allouer ce temps à une autre activité, comme par exemple la communication sur le livre, la négociation de droits pour des futurs titres, etc. Voici donc ce qui se produit au cours d'une journée de travail. Ma petite entreprise est donc passée, en employant un salarié 2 heures à la logistique, de 270 € de chiffre d'affaires par jour à 380 €. Et attends, la logistique, c'est quelle mission? La mission 4. La logistique, de 270 € de chiffre d'affaires par jour à 380 €. Et c'est là que c'est le drame. Mon salarié qui déplace... Attends, comment c'est possible de passer, juste en augmentant la mission 4 mais pas les autres, comment c'est possible d'augmenter ton chiffre d'affaires? Sauf si genre t'avais un problème avant dans la logistique et t'arrivais pas à suivre le rythme des autres missions. Ok, attendez, je vais jusqu'à la fin du raisonnement parce que là je trouve vraiment bizarre le raisonnement. Et c'est là que c'est le drame. Mon salarié, qui déplace les cartons en écoutant secrètement des vidéos marxistes d'1h30, vient alors me trouver pour me dire « Dis donc Moss, déjà que t'es un culte et que selon mon streamer préféré t'as pas lu Marx jusqu'au bout, on a un sacré problème. L'entreprise va de mieux en mieux, le chiffre d'affaires augmente et toi tu ne me donnes pas ma juste part de ce succès. Tu me donnes 40 € chaque jour pour mon travail alors que je fais 20% du temps de travail et que l'entreprise fait 380 € par jour. Alors arrête-moi si je me trompe, mais tu m'exploites et tu me spolies d'exactement 36 € chaque jour en profitant sur mon dos. Techniquement, si j'écoute mon salarié, je dois... J'adore parce qu'à chaque fois, c'est genre des hommes de paille, genre il doit inventer... Moi, j'aimerais bien débattre avec Moss Majorum de ce sujet parce que, honnêtement, moi, je propose un système post-capitaliste où il y aurait beaucoup moins d'exploitation de la part de la bourgeoisie, que les gens soient payés à une hauteur qui ressemble beaucoup plus à la vraie valeur qu'ils produisent dans les boîtes, ok? Au lieu qu'il y ait une petite poignée de gens tout en haut du truc qui se font des milliards avec, en gros, des situations qui sont majoritairement héritées, d'accord? Quand t'es membre de la caste capitaliste, tu hérites de ta position sociale souvent. Donc, c'est intéressant de parler de ça. Son debunk, en gros, ça va être de dire, moi, dans ma petite entreprise, si je prends quelqu'un, je vais pas l'exploiter tant que ça parce qu'il y aura à peu près une adéquation entre la valeur qu'il va produire et ce que je vais le rémunérer. Mais en fait, moi, je suis prêt à dire que tu peux très bien employer quelqu'un et le payer à peu près convenablement par rapport à ce qu'il produit. Et donc, en quoi ça démontre qu'il n'y a pas d'exploitation dans le capitalisme actuel ? Désormais payer 38 € de l'heure, un travail qui ne génère que 20 € de l'heure de chiffre d'affaires. Ce que mon salarié prend pour une exploitation est en réalité un problème de perspective. En tant qu'entrepreneur, j'ai pivoté depuis une activité répétitive et inapte à générer des revenus vers une activité qui l'est bien davantage. Si je devais prendre son activité, je ne pourrais pas justifier de me payer davantage que 20 € de l'heure pour le faire. Mais voilà que mon salarié me demande à moi une part des revenus générés par mon propre travail, ce qui revient en somme à me faire exploiter par mon propre employé en renonçant à une part des revenus générés par mon travail pour surrémunérer celui qui est le sien. Si je devais d'un coup reprendre son activité, je ne pourrais pas justifier de me payer davantage que 20 € de l'heure pour le faire, puisque c'est exactement ce que cela génère. Mais voilà que mon salarié me demande à moi une part des revenus générés par mon... Je comprends pas comment, en fait, tout le truc est fondé sur le raisonnement qu'il a fait au début en disant cette tâche-là produit 20 € par heure, ça n'a pas été démontré, je suis désolé, le raisonnement tient pas du tout. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne une entreprise. Dans une entreprise, pourquoi est-ce qu'il y a des gens... Moi, je suis pas pour qu'il y ait une égalité de salaire complète dans les entreprises, je suis d'accord, hein. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont rémunérés moins ? Parce qu'en fait, leurs compétences sont plus rares sur le marché. Si tu as une entreprise qui fabrique des smartphones, la personne qui va concevoir le circuit imprimé, il y a beaucoup moins de gens qui sont capables aujourd'hui de faire ce genre de choses, donc le poste va être plus rémunéré, alors que les gens qui vont être sur la chaîne de production à faire des tâches très basiques et répétitives vont être moins payés. C'est pour ça qu'il y a des différences de rémunération en fait. Dans l'entreprise capitaliste aujourd'hui, ces 2 travailleurs sont exploités. Ces 2 travailleurs
produisent bien plus de valeur pour l'entreprise que ce qu'ils sont rémunérés. La preuve en est, l'entreprise ne les embaucherait pas si ce n'était pas le cas, d'accord ? Si l'entreprise ne vont pas embaucher des nouveaux travailleurs s'il n'y a pas moyen de faire plus de profit pour les actionnaires. Donc forcément, tu dois produire plus de valeur pour la boîte que ce qu'eux ils te payent, sinon ils vont te virer. BBT, on rappelle que les dividendes vont à des gens sans travail en retour. Ouais, il prend un exemple. Moi je suis totalement d'accord que tu peux avoir des petites entreprises comme ça où c'est moins problématique d'un point de vue du capitalisme et de l'exploitation des travailleurs. Mais c'est pas le sujet en fait, on parle de Total, on parle de LVMH. Évidemment que ces boîtes versent des dizaines de milliards de dividendes à des gens qui ne travaillent pas. Propre travail, ce qui revient en somme à me faire exploiter par mon propre emploi. C'est n'importe quoi son raisonnement car il part du principe qu'on peut quantifier monétairement chaque travail, ça n'existe pas dans la réalité. Ouais, c'est ça que je veux dire, dans l'entreprise qui produit des smartphones, les gens sont payés différemment, pas parce qu'il y a quelqu'un qui quantifie quelle est la valeur ajoutée de cette tâche par rapport à cette autre tâche, mais parce que des compétences sont plus ou moins rares sur le marché. D'ailleurs, la preuve en est, si tout d'un coup sur le marché il y a beaucoup plus de personnes qui ont les compétences pour être ingénieurs dans le design de circuits imprimés pour les smartphones, la rémunération de ces travailleurs-là dans l'entreprise va baisser, alors que la valeur ajoutée de la tâche va rester la même, puisque c'est la même tâche. Ça montre bien que c'est pas comme ça qu'est calculée la rémunération des travailleurs. En renonçant à une part des revenus générés par mon travail pour que je puisse surrémunérer le sien. Admettons maintenant, à l'inverse, que je me sois trompé dans mes calculs et que je réalise tardivement que chaque heure supplémentaire à faire de la négociation et de la communication ne rapporte quasiment rien en réalité. On va dire 5 € de chiffre d'affaires supplémentaire pour chaque heure ajoutée. Parce que peut-être que la première heure est l'heure la plus importante et qu'après toutes les heures supplémentaires sont finalement assez peu importantes en termes de chiffre d'affaires généré. Pour le dire simplement, mon excès de temps de travail n'est pas rentable. Et bien voici ce qui se passerait dans cette situation. Je vous affiche encore une fois un tableau. Dans ce cas, le taux horaire moyen passe d'environ 34 € de l'heure avant d'embaucher mon salarié à 28 € de l'heure après l'avoir embauché. Le chiffre associé à mon travail passe de 270 € par jour à 240 € par jour. Je viens donc de perdre 30 € suite à mes mauvais calculs. Et c'est là qu'un nouveau drame se produit. Alors que j'expose penaud mon bilan du mois à mon salarié, le voilà qui devient tout rouge et se fâche. Comment ça, Moss? Mais tu crois que je vais payer les pots cassés pour tes mauvais calculs? Moi, mon travail a été bien fait. C'est ton affaire de savoir pourquoi tu embauches. Moi, j'ai travaillé 2 heures chaque jour, je compte bien être payé pareil quoi qu'il arrive. Il est hors de question que je sois la variable d'ajustement de ton incompétence. Et alors, en regardant le tableau de comptabilité, il ajoute: d'ailleurs, tu voudrais que je te plaigne alors que tu exploites ma force de travail pour réaliser un bénéfice de 8 € chaque heure? T'es vraiment sans cœur. Que faut-il retenir? D'abord que mon employé est prêt à adopter des raisonnements opposés en fonction de la réussite ou de l'échec de Carmin. Si le chiffre annuel croît, il estime mériter un surcroît de rémunération. Mais si le chiffre décroît, il ne veut pas partager mes pertes, par exemple. Il veut être payé au travail qu'il a effectué. En fait, j'adore le fait qu'il prend un exemple. Les gens, moi j'ai travaillé dans une PME, d'accord, dans une petite start-up pour un gars qui possédait entièrement l'entreprise, qui était le patron aussi, qui était le gérant, quoi. Le gars se faisait un énorme profit sur l'entreprise. Certes, il travaillait dans l'entreprise, mais dans l'année, il faisait un bénéfice personnel beaucoup plus élevé que tous les travailleurs dans l'entreprise, d'accord? Donc le mec sort un exemple ponctuel où genre, une boîte réussit pas, et il y a un des travailleurs qui veut que son contrat de travail soit respecté. Déjà, si c'est juste le contrat de travail qui veut qu'il soit respecté, en fait, c'est normal, mos majorum. Je pensais que les libéraux, ils adoraient les contrats et tout, donc s'il a signé un contrat et il veut que le salaire qui est écrit dans le contrat, il soit respecté, en fait, c'est à la personne qui gère l'entreprise de ne pas embaucher des gens si l'entreprise n'est pas assez rentable pour pouvoir payer correctement les travailleurs. Je suis désolé, ton entreprise, si tu ne peux pas payer les travailleurs par rapport à ce qui est écrit dans le contrat de travail, ton entreprise, elle n'est pas viable et il faut qu'elle ferme parce qu'elle n'a pas réussi à susciter l'intérêt sur le marché et donc elle fournit pas un service qui plaît aux gens. Désolé, ça c'est juste c'est le marché, encore une fois. Moi, je suis pro-marché. Mais si tu prends des exemples beaucoup plus concrets dans lesquels la plupart des travailleurs ils sont aujourd'hui en France, bien sûr que tu as des gens en haut de l'entreprise qui se font beaucoup d'argent, des actionnaires qui se font beaucoup d'argent sur le dos des gens parce que les gens produisent cet argent et les gens en haut ne font pas le travail qui justifie ces rémunérations. Et encore, même dans mon exemple, le propriétaire, au moins il travaillait, genre il venait au bureau, il faisait peut-être 40 heures, 50 heures de travail par semaine, d'accord ? C'est pas le cas pour Total. C'est pas le cas pour les milliardaires. Les milliardaires ne travaillent pas dans l'entreprise. C'est pas le cas pour l'immense majorité de la classe capitaliste qui a un capital géré par d'autres gens qui ne sont même pas gérés par eux. Le capital, il est placé dans tel achat d'actions et tout, actions qui rapportent des dividendes ou sur des plus-values d'actions qui sont revendues après, c'est-à-dire des échanges sur le marché secondaire des actions. Son exemple est tellement pas représentatif de la réalité de 99% des salariés en France. En fait, j'aimerais bien juste lui poser la question, est-ce qu'il pense que, par exemple, une caissière à Auchan, elle est exploitée, oui ou non?
Est-ce que Mos Majorum va nier l'exploitation dans ce cas-là? On peut rapidement avoir l'illusion qu'une part du chiffre créé par l'entreprise est spoliée par d'autres personnes de l'entreprise, en l'occurrence moi, le petit patron qui gère l'affaire. Il est intéressant de signaler à ce stade que j'aurais pu donner l'impression inverse à mon employé en lui confiant les tâches les plus rentables et en me contentant de déplacer des cartons. Or, si je ne le fais pas en tant qu'entrepreneur, c'est précisément parce que mon but est de concentrer mon énergie sur les missions qui peuvent avoir un impact sur la réussite de l'entreprise, donc de la maison d'édition ici. Enfin, et c'est probablement le point le plus intéressant, c'est que dans le cadre conceptuel marxoïde de mon employé, les arbitrages que je fais n'ont pas valeur de travail. Si je fais une bonne décision, mon employé ne se dit pas que le travail de prendre une bonne décision mérite salaire. Pour lui... Ok, ça c'est juste un homme de paille facile. Genre vraiment, il y a personne qui est rigoureux dans sa proposition d'alternative au capitalisme qui va nier que flécher les futurs investissements, aller chercher des clients, négocier des contrats, tout ce genre de trucs sont un travail légitime et qui doit être rémunéré. Genre, qui nie ça? Vraiment, il est en train de répondre à une sorte de marxiste étriqué qui dirait il n'y a que les gens qui créent avec leurs mains des produits et tout, qui sont des travailleurs, et tout le reste des travailleurs, genre tout le secteur tertiaire et tout, c'est pas des vrais travailleurs. Mais absolument personne défend ça aujourd'hui. Je sais pas à qui il est en train de répondre. Homme de paille très facile pour décrédibiliser les gens qui sont pas d'accord avec lui politiquement. En fait, Mos Majorum, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que dans les entreprises aujourd'hui, t'as les gens qui vont négocier, t'as les gens qui sont des commerciaux, qui cherchent des contrats, qui sont des travailleurs, et t'as les gens qui produisent les produits. Ces deux personnes sont des travailleurs et travaillent pour un actionnaire qui lui est sur un yacht toute la journée, qui ne bosse pas et qui a juste des revenus de son capital, qui dans la grosse majorité des cas a hérité d'une situation de privilège économique énorme qui lui a permis d'être un rentier de l'économie capitaliste. Prenons un employé qui travaille dans une petite entreprise qui gère des distributeurs de canettes. Admettons, pour l'exercice, qu'autour de l'entrepôt et dans un rayon de 3 km, l'installation d'un distributeur de canettes vendra beaucoup parce que les gens y attendent parfois de longues heures sans avoir beaucoup de possibilités pour se déshydrater. Le même distributeur, avec le même processus de réapprovisionnement et le même coût de maintenance, peut générer 5 fois plus de chiffres s'il est bien situé. L'histoire racontée par l'employé est ici très différente. L'employé se démène pour transporter et installer le nouveau distributeur sous l'œil du patron. De son point de vue, un parasite en costard lui vole son temps de travail pour la seule et unique raison qu'il a pris la décision de poser le distributeur à tel ou tel endroit. La belle affaire. Les petits patrons sont des prolétaires. Bah ok, moi je dis les gens. Moi je dis que dans la catégorie capitaliste, dans la catégorie bourgeois, moi j'y inclus que les gens qui vivent entièrement de leurs revenus du capital. Les multipropriétaires qui possèdent 5 logements, ces gens-là n'ont pas besoin de travailler une seule minute dans le mois, une seule minute dans l'année, ils ont juste ces propriétés-là, et d'ailleurs souvent sont gérés par des gens en dessous d'eux qui vont aller genre réparer une chaudière et tout, c'est pas eux qui vont le faire eux-mêmes, mais c'est eux qui vont gagner énormément d'argent tous les ans en étant dans une situation de rente économique. C'est ça les capitalistes en fait. Les gens comme Mos Majorum, j'aimerais bien un jour qu'ils répondent au vrai argument contre le capitalisme, qui est que pourquoi est-ce qu'on laisse 1% des gens être des rentiers qui touchent des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards pour ceux qui sont tout en haut, sans fournir de travail, et très souvent en ayant hérité de la situation économique, au détriment des 99%, au détriment des travailleurs, puisqu'évidemment c'est de la valeur qui est captée, qui est volée. Là on n'a pas de réponse de Mos Majorum, il esquive le sujet central du capitalisme. Lui, il déplace des chariots toute la journée et il est moins payé qu'un type qui n'a fait qu'indiquer où il fallait emmener le chariot. C'est rageant. Le travail de notre patron est effectivement beaucoup moins tangible que celui de son employé. Il a pu décider de poser son distributeur de canettes à un emplacement après des centaines d'études de marché et de sondages, comme il a pu le décider sur la base d'une intuition ou d'une imitation de ce qu'a fait un concurrent dans la ville voisine. Pourtant, quel que soit le processus de sa décision, le chiffre d'affaires du distributeur peut réellement passer de 50 € par jour à 250 € par jour, par exemple. Et cette variation du chiffre correspond tout de même vraiment au fait qu'il répond aux besoins de gens en fournissant un service qu'il souhaite. Mais ce qui échappe à notre employé... Encore une fois, dans cet exemple-là, tu as un travailleur qui est chargé de choisir l'emplacement du distributeur, ce qui est un travail qui produit de la richesse, et tu as l'autre travailleur qui est chargé d'aller en effet installer le distributeur, ce qui est un travail qui produit de la richesse. Les deux sont des travailleurs en fait, les deux font partie du 99% de travailleurs. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que derrière le réseau de tous ces distributeurs, t'as un capitaliste qui, lui, ne fournit aucun travail. C'est que le choix de l'endroit du distributeur, qui semble abstrait, peut générer plus de richesse que le fait d'avoir déplacé le chariot et rechargé le distributeur. Quand bien même, selon l'employé qui pousse le chariot, ce n'est pas un vrai travail. Cette dichotomie du vrai et du faux travail Selon l'employé qui pousse le chariot, ce n'est pas un vrai travail, homme de paille. Prendre des exemples où t'as une partie des employés qui ne comprennent pas ce qu'est le travail et qui vont dénigrer d'autres salariés dans la boîte qui font aussi un travail,
C'est pas rigoureux, mos majorum. Tu peux pas prétendre débunker les gens qui critiquent le capitalisme avec cette faiblesse-là argumentative. Pas sérieux. L'autonomie du vrai et du faux travail hante tous les suiveurs de Marx. On peut lui trouver des noms divers, les producteurs contre les parasites, la France d'en bas contre les élites, ceux qui se lèvent tôt contre ceux qui se couchent tard, les cols bleus contre les cols blancs, les petites mains contre les consultants, etc. Voire si vous aimez le ton universitaire, les secteurs créateurs de survaleur et les secteurs non créateurs de survaleur. Si on enlève un maillon, il n'y a plus de produits à vendre. Cette logique, on l'a vu un peu plus tôt, conduit assez vite à une demande d'égalisation complète des rémunérations. On l'a vu un peu plus tôt. Homme de paille. Qui propose une égalisation complète des rémunérations en fait? Personne propose ça. Ou alors qu'il cite au moins une personne qui défend ce truc. Si tout maillon est indispensable, alors tout maillon doit avoir la même rétribution, quand bien même tout maillon ne génère pas autant de richesse. Poussés à l'extrême, certains discours moins timides demandent quant à eux purement et simplement l'abolition de tous les faux travailleurs. En plus c'est fou parce que en tant qu'entrepreneur, mos majorum a plus d'intérêt à vivre dans le système économique que je propose moi, d'accord? Dans un système capitaliste, tu veux lancer une petite entreprise, tu galères 1000 fois plus à lancer l'entreprise qui réussit que dans le système que je propose moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le capital, il est réservé à une petite poignée de gens qui ont les possibilités de te prêter de l'argent ou d'acheter une partie de ton entreprise pour que tu aies du capital de départ, etc. Pour aujourd'hui te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois convaincre un capitaliste que ton projet va être rentable, mais rentable spécifiquement pour eux. Ça veut dire qu'il faut les convaincre qu'eux vont se faire un profit sur le projet s'ils te prêtent de l'argent, s'ils achètent une partie des parts de l'entreprise et donc le projet va gagner. Donc c'est que par le prisme du profit individuel de ces gens qui souvent sont des boomers déconnectés du reste de la société, d'élus et avec plein de biais personnels en plus. Moi, globalement, je propose qu'il y ait des prêts publics très accessibles pour les petites entreprises, qu'il y a un impôt progressif pour que les petites entreprises payent moins d'impôts que les grosses. Si tu lances une entreprise sous forme de scope, c'est-à-dire gérée démocratiquement par les travailleurs avec du coup pas d'exploitation d'une partie de gens qui possèdent mais ne travaillent pas dans la boîte, que ça soit très avantageux au niveau des impôts en France pour encourager ce genre de création d'entreprise. BBT, franchement, c'est un peu triste. On n'a pas dépassé le stade où on est capable de faire la distinction entre le gestionnaire de l'entreprise et le propriétaire de l'entreprise ou les propriétaires de l'entreprise. Ouais, il est pas capable de faire la distinction entre le gestionnaire de l'entreprise et le propriétaire. Ouais. Mais moi, je vous dis ça depuis des années que, par exemple, quand la gauche parle de patron, de dire il y a les patrons et il y a les travailleurs, c'est pas précis. Parce que les gens, leur expérience dans les entreprises, c'est qu'ils ont une personne au-dessus d'eux dans la hiérarchie, mais cette personne n'est pas la propriétaire ou l'actionnaire de la boîte. Par contre, ils le voient comme étant leur patron. Mais du coup, c'est pas la même chose. Patron, dans la vision des gens, de la plupart des gens, quand ils pensent patron, ils pensent pas aux actionnaires parce que les actionnaires sont invisibles. Les 54% de salariés en France qui bossent dans les boîtes de plus de 250 personnes ne connaissent pas le nom des actionnaires de la boîte. Ils sont déconnectés que ça. Et ils connaissent même pas le bilan comptable à combien ils ont rémunéré les actionnaires cette année. Le patron, il taffe pour le propriétaire et s'il fait pas le travail, il est viré. Ouais, donc c'est un travailleur en fait. En fait, c'est un travailleur, c'est simple. C'est pour ça que j'essaie d'être limpide et clair sur la distinction entre les gens qui sont vraiment des rentiers, des gens qui ont juste leur capital qui s'accroît d'année en année sans qu'ils aient à fournir une seule minute de travail concret dans une quelconque entreprise. Vous pensez vraiment que les gens qui vont acheter, je sais pas, des actions Apple, vous pensez qu'ils ont mis les pieds un jour dans les locaux d'Apple ? Les gens qui disent, vas-y, je vais acheter 100 000 actions Apple et je vais toucher des millions de dividendes au prochain trimestre où ils vont faire le versement des dividendes. Vous pensez qu'ils sont allés dans l'entreprise, genre qu'ils ont regardé l'usine, comment ça se passe à Foxconn, qui gère, qui flèche les investissements d'Apple. C'est pas des travailleurs, c'est pas des employés d'Apple. Ce sont des capitalistes en fait. C'est ça la distinction. Comment tu ferais pour déterminer le juste salaire des travailleurs ? Moi, je suis pour qu'on garantisse les besoins vitaux. Donc déjà qu'il y ait personne qui soit forcé de travailler avec un chantage de soit tu prends un emploi, soit tu n'as plus de quoi vivre. Donc déjà ça change complètement la dynamique du marché de l'emploi. Ensuite, je suis pour qu'il y ait des mesures mises en place pour fortement inciter les entreprises à être des coopératives. Des scopes gérés démocratiquement et possédés par les travailleurs, sans exploitation donc. Et dans un tel cadre, en fait, au final, tu auras bien sûr des rémunérations différentes selon les postes qu'occupent les gens, et tout ça sera déterminé par le marché, en fait, comme aujourd'hui. Les compétences qui sont assez rares sur le marché et qui apportent beaucoup de valeur aux entreprises et qui sont recherchées par les entreprises privées seront mieux rémunérées et les autres postes seront moins rémunérés. Et du côté des services publics que j'ai créés pour garantir les besoins vitaux, genre les gens qui vont travailler dans les logements publics gratuits, pour l'entretien, les gens qui vont travailler dans les secteurs du transport en commun public gratuit, les gens qui vont travailler dans les cantines publiques gratuites et tout que je vais mettre en place, ces gens-là seront probablement très bien rémunérés parce que l'État
va devoir proposer des salaires suffisamment élevés pour que les gens veuillent devenir fonctionnaires dans ces services publics, sachant qu'ils ont accès à un minimum vital garanti, à un logement public gratuit, à une cantine publique gratuite, aux soins publics gratuits et ces trucs-là. Donc, il va falloir inciter les gens à devenir fonctionnaires dans ces secteurs. Et donc, là, tout simplement, l'État va augmenter les salaires tant qu'il n'y a pas assez de gens qui sont embauchés. Donc, c'est pareil, c'est des mécanismes de marché. Hein. Est-ce que vous comprenez? Mais en tout cas, moi, j'attends que Mos Majorum me réponde. On va voir s'il est chaud pour faire un débat, pour qu'on parle de ma proposition qui me semble 1000 fois plus sérieuse et concrète que les hommes de paille très faciles qu'il nous fait dans cette vidéo. La hiérarchie du travail ressemble à un remplacement de l'échelle des rémunérations par une échelle de la sueur. Then what was your wake-up to what was wrong with that line of thinking? Wow. Facts. À très vite pour la suite de la série. Ouais, ok, j'aurais pas ce niveau de confiance dans la vidéo si j'étais toi, mais ok. Est-ce qu'il y a des meilleurs arguments dans l'épisode 2? Dans ce second épisode, nous allons parler de la théorie de la valeur travail. Repartons Attends, mais c'était pas l'épisode 1, ça? Probablement de ce qui constitue le début de l'interrogation marxiste. Marx décrit et analyse le capitalisme parce qu'il espère, par sa compréhension de la manière dont il fonctionne, observer ce qui sous-tend un rapport de force entre les classes sociales. En particulier, il s'intéresse à ce qui lui semble être un paradoxe. Les masses laborieuses qui travaillent toute l'année pour produire les marchandises de grandes industries sont démunies, tandis que les bourgeois qui détiennent les moyens de production semblent vivre dans l'aisance alors qu'ils ne participent pas à la production de ces marchandises. Marx analyse donc le capitalisme pour répondre à cette question et comprendre en particulier comment se crée la valeur dans un système capitaliste et comment la bourgeoisie parvient à la capter. L'analyse de la création... En fait, je ne comprends pas ces gens qui pensent que si tu réfutes une théorie de la valeur, genre une des théories de la valeur travail, en disant ouais regardez en fait la description de la valeur était pas super, ça serait comme si tu avais réfuté le fait qu'il y a de l'exploitation. En fait on s'en fout un peu de comment cette valeur elle se forme, est-ce que c'est exclusivement avec le temps de travail socialement nécessaire pour produire le truc, ou est-ce qu'en fait il y a de la subjectivité du marché qui fait que les prix sont... En fait, qu'est-ce que ça change au fait que dans l'année 2024, il y a eu 90 milliards de dividendes versés à des actionnaires qui ne travaillent pas? En quoi ça change ça? Si les actionnaires ne travaillent pas concrètement, qu'est-ce qu'on s'en fout de comment elle est formée la valeur? C'est très étrange. Hein. Valeur. Il y a une sorte de raccourci qui est fait entre ces deux réfutations, comme si tu arrivais à trouver un problème dans la formation des prix et tout, tu avais trouvé la preuve qu'il n'y avait pas d'exploitation dans le capitalisme. C'est très étrange. Moi, je suis en désaccord avec Marx sur cet aspect-là. Je pense que je suis pas d'accord avec Marx sur la théorie de la valeur travail, mais ça change pas qu'il y a de l'exploitation en France aujourd'hui par la classe capitaliste. En quoi ça change ça? Là, vous êtes en train de me dire, si tu montres que Macron, il a tort quand il dit un truc raciste sur l'hôpital public, ça montre qu'en fait, il a tort sur la théorie du ruissellement. Bah non. Moi, jamais je dirais que Macron a tort sur la théorie du ruissellement parce qu'il a tort sur un autre sujet. Je vais démontrer en quoi je pense que Macron a tort quand il parle de la théorie du ruissellement. Moss ne nie pas l'exploitation, c'est ce qu'il a fait dans la vidéo d'avant. Ou alors donne-moi une source où Mos Majorum nous dit oui en effet dans le capitalisme il y a de l'exploitation, comme ça on est éclairci sur sa position, parce que pour l'instant je comprends pas. Si c'est ça sa position, si pour l'instant sa position c'est en fait oui il y a de l'exploitation et c'est une mauvaise chose et il faut lutter contre, et il faut mettre un meilleur système, pour l'instant c'est pas ce qui ressort de la série de vidéos. Hein. Attends les futures vidéos, il va en finir avec les autres points. Non mais ne sois pas malhonnête, dans l'intro de l'épisode 1 il a dit les marxistes pensent qu'il y a de l'exploitation et toute cette théorie là elle tient sur leur définition de la valeur. Si la définition de la valeur elle est pas rigoureuse et il y a un problème de logique dedans, ça fait tomber toute la théorie marxiste, c'est-à-dire l'exploitation aussi. Je sens déjà venir sa conclusion que ça va être qu'en fait il n'y a pas d'exploitation parce que les capitalistes prennent des décisions, créent de la valeur en fléchant de l'argent, en prenant des risques, etc. Enfin, on va venir à 400 km, soyez pas malhonnête s'il vous plaît. Ok, cet épisode-là, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va en tirer parce que, ok, il y a plein de réfutations de la théorie de la valeur travail, ok, bon. On vient donc à la conclusion. On a vu dans cette vidéo un aperçu des principales réfutations à la théorie de la valeur travail telle qu'utilisée par Marx. Le point commun de la plupart de ces réfutations, c'est qu'en imposant un cadre lexical flou et arbitraire, Marx biaise sa démonstration pour établir que ni le capital ni le capitaliste ne produisent de valeur nouvelle, ce qui est... Attention, parce que là, du coup, on parle du capitaliste, c'est-à-dire l'actionnaire. Mais pour l'instant, dans ta série Mos Majorum, quand tu prends des exemples de gens qui sont censés appartenir à la classe capitaliste, tu prends en fait des entrepreneurs qui sont eux-mêmes des travailleurs, qui ont un rôle dans la production, de choisir de placer là ou là tel distributeur, de se focus sur des tâches de vente et de commercial plutôt que dans la production des produits eux-mêmes. Donc on sent déjà un peu la malhonnêteté intellectuelle de glisser avant de parler plutôt des gens qui sont des managers, des travailleurs, mais plus dans des métiers intellectuels, et de glisser de ça aux actionnaires capitalistes rentiers qui eux travaillent pas, tu vois.
Cette fameuse obfuscation. En fait, c'est vraiment des obscurantistes, ces gens, d'accord? Ils veulent pas que vous compreniez le vrai fonctionnement du système économique. Je veux juste conclure en demandant juste à Mos Majorum pourquoi il serait pas d'accord pour implémenter ce genre d'entreprise et généraliser ce genre d'entreprise. Est-ce que vous avez vu passer cette vidéo, les gens? C'était une vidéo, elle a un peu buzzé il y a quelques mois. C'est une boulangerie française qui est organisée en SCOP. Regardez ça. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que les salariés soient à peu près heureux. Et c'est pas forcément le salaire qui amène le bonheur, mais bon, ça y contribue. C'est surtout le temps libre, dont on en a parlé, le temps libre, les 4 jours, les 10 semaines de vacances. C'est aussi la tranquillité, ils soient pas mal livrés à eux-mêmes et qu'ils n'aient pas besoin d'avoir des chefs dans chaque service. On devrait avoir un chef production, un chef de vente, un DRH. On n'a rien de tout ça. Oui, alors oui, il faut bien qu'il y ait un gérant légalement. Et j'ai la main pour signer les contrats, mais c'est même pas moi qui recrute, ce sont les salariés qui recrutent leurs propres collègues. En 2023, tous les salariés qui avaient plus de 3 ans de présence dans cette coopérative ont reçu salaire plus prime, plus de 3 000 € net par mois en travaillant 4 jours et avec 10 semaines de congé. 3 000 € net, semaine de 4 jours, 10 semaines de congé. Le double de ce qui est légalement requis, les 5 semaines requises légalement. Tiens, c'est comme si en fait, quand dans la boîte, t'as pas une petite poignée d'actionnaires en haut qui prennent genre 10%, 20%, 30% des revenus de l'entreprise et qui les captent dans leur poche, c'est comme si en fait tu pouvais travailler beaucoup moins en gagnant pareil, voire plus. En fait, il m'est arrivé de travailler quand j'étais jeune dans des grandes entreprises, notamment à l'étranger, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de freins pour travailler qui étaient liés au fait qu'on était toujours obligé de demander l'autorisation ou l'avis d'une personne qu'on appelle le N+1 ou le patron. Je suis revenu ici, j'ai pris une table de camping et j'ai commencé à vendre 4 gâteaux au marché de Montauban. C'était au mois de mai 1997. Les clients ont plébiscité le pain de campagne. Et à partir de là, on a arrêté tous les autres projets et on s'est lancé depuis 2004 ici à Kerbis. J'adore son accent, j'adore tout dans cette vidéo en fait. Tout est basé dans cette vidéo. En plus, le pain a l'air trop bon, ça me donne faim de fou. 6 jours sur 7, c'est long, c'est fatigant, on n'a pas le temps de faire autre chose. Donc là, 4 jours, c'est vraiment, c'est beaucoup mieux. C'est intense, des horaires particulières, un peu difficiles, mais voilà, c'est condensé. Au moins, ça nous laisse le temps de faire autre chose le reste de la semaine. C'est très bien parce que je travaillais dans une boulangerie avant où j'étais à 6 jours par semaine et je travaillais 8 heures par jour, au moins minimum. Ça me permet de plus me reposer, d'être plus avec mes parents, ma famille. C'est largement mieux. Moi, je suis à 2 000 € parce que je suis là depuis moins d'1 an, mais quand je serai en CDI, j'aurai beaucoup plus d'avantages, je toucherai la farine, j'aurai plus de primes. Je me suis aperçu, et tout le monde le comprendra, que... Donc ils sont tous payés en farine en fait la fin du mois. Voilà, sur les 3 000 €, il y en a 2 000 en fait, ils sont payés en supplément de farine de ce qui reste après qu'on ait rempli les quotas de pain. J'ai tellement hâte qu'on puisse faire un truc du style. Les gens... Pourquoi est-ce que c'est pas ça la forme d'entreprise par défaut en fait? Quand moi je vous dis il faut que les scopes soient généralisés, c'est juste ça que je suis en train de dire. Les gens pensent que c'est un truc genre waouh, mais en fait c'est quoi? C'est Mao, c'est URSS, je sais pas quoi, mais c'est hyper basique ce qu'on est en train de dire, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Toutes les entreprises devraient fonctionner comme cette boulangerie. Pourquoi c'est pas le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as des milliers d'entreprises qui ont ce statut légal, la SCOP en France, d'accord? Ça reste une toute petite minorité des entreprises sur le marché. Déjà parce que personne en France est au courant que ces entreprises existent. À l'école, personne parle du fait qu'il y a 2 types d'entreprises, des entreprises capitalistes et des entreprises appelées coopératives. Je pense même le nom coopérative n'est pas bien choisi. Hein. Dans les entreprises capitalistes, tu coopères avec tes collègues, tu coopères avec tous les autres travailleurs, c'est très coopératif. Dans ces entreprises-là, tu coopères aussi. Dans les deux, il y a de la coopération, c'est pas ça le sujet. C'est dans un cas, tu es volé par les actionnaires de l'entreprise d'une partie de la valeur que tu produis et tu n'as aucun contrôle démocratique sur comment on organise, dans quelles conditions on travaille, etc. etc. Et dans l'autre cas, tu as du contrôle sur ta boîte et tu te fais pas arnaquer d'une partie de ta valeur. Donc pour moi, c'est quoi? Comment on peut dire les entreprises qui te volent, les entreprises qui te volent pas? Je sais pas, faut trouver un autre nom. Moi, j'aime pas le truc de coopérative, bonheur intérieur brut, comme si c'était un truc où genre t'es gentil, tu sais, c'est des gentils, t'es dans cette entreprise, t'es des gentils, et t'es dans l'autre entreprise, c'est des méchants. Mais c'est pas des gentils et des méchants en fait. C'est soit tu te fais arnaquer, soit tu te fais pas arnaquer. Tous les travailleurs ont un intérêt personnel s'ils sont égoïstes
et ils pensent qu'à leur gueule, par exemple, ils ont intérêt à aller dans une scope plutôt qu'à aller dans un groupe capitaliste. Je sais pas pourquoi il y a une esthétique autour de ça, comme si c'était bisounours, bienveillant, machin. C'est pas ça le sujet, quoi. Moi, j'ai envie que ces entreprises-là soient l'entreprise par défaut dans laquelle les gens ont envie d'aller travailler parce qu'ils trouvent un intérêt personnel et que ce soit pas parce qu'ils sont de gauche qu'ils se vont dans ces entreprises-là. C'est une catastrophe de penser comme ça, quoi. Je comprends plus Mulch, il est pas de gauche, mais il est pour les scopes, il est anticapitaliste. Ouais, c'est pas de gauche, c'est neutre. Pour moi, ces entreprises-là, c'est juste du bon sens. C'est même pas un truc de gauche ou droite. Les gens disent oui, mais en 4 jours, ils feront pas ce qu'ils font en 5 jours. Ben si, parce qu'en fait, les gens... Juste imaginez la différence énorme de motivation. Imagine tu rejoins une start-up, ok ? Je vais prendre l'exemple stéréotype, genre une start-up dans la technologie, dans l'IA, je sais pas quoi. Le fait que quand tu arrives dans l'entreprise, tu as des parts de l'entreprise dont tu es propriétaire. Ça veut dire que si l'entreprise a un énorme succès parce que tu as mis un travail acharné pour lancer l'entreprise au début, etc. avec tes collègues, si vous avez un énorme succès, si votre idée, en fait, c'était une idée géniale, et bah tu vas récupérer le fruit de ce travail parce que tu es propriétaire d'une part de l'entreprise. Aujourd'hui, quand tu travailles dans la plupart des startups françaises, même si tu es hyper motivé par le projet, le truc te semble porteur d'avenir, te semble innovant et ça te motive et tout, bah au final, il y a très très peu de cas où tu vas être propriétaire d'une partie de l'entreprise à la hauteur des propriétaires initiaux ou des capitalistes qui ont financé le projet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est beaucoup moins motivant. Moi, je sais que dans mon cas personnel, j'étais beaucoup moins motivé quand je savais qu'en fait, j'étais en train de bosser principalement pour pouvoir payer la 3e résidence secondaire de mon patron. Je savais très bien que quand j'étais payé 2400 € par mois pour faire un travail à très haute valeur ajoutée d'ingénieur informatique hautement compétent, je sais très bien qu'en fait, l'entreprise gagnait beaucoup plus d'argent que ce que j'étais payé moi grâce à ma compétence, ok ? Je savais très bien ce truc-là et c'était beaucoup moins motivant de me dire que je travaillais dans une structure qui m'exploitait que de dire bah ok, on est tous dans une coopérative, on est tous ensemble dans cette aventure entre guillemets. En fait, j'aime bien qu'on reprenne le langage Startup Nation parce que moi, je suis pro-entrepreneuriat. Je pense que ça motive beaucoup de gens de créer sa propre entreprise et sa propre activité et de proposer un truc sur le marché. Moi, je suis pro-entreprise en fait. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que le capitalisme, il est anti-entrepreneuriat. C'est les gros groupes qui monopolisent un marché qui empêchent les concurrents plus petits d'entrer sur le marché parce qu'ils contrôlent tout, parce qu'ils arrivent à corrompre les dirigeants et corrompre l'État pour avoir des avantages, pour avoir des appels d'offres, alors que ça devrait être égalitaire. Le capitalisme, c'est le conservatisme absolu. C'est ça qui est fou, c'est que les gens qui défendent le capitalisme ne comprennent pas qu'ils sont en train de défendre un truc qui est anti-entrepreneuriat, anti-liberté individuelle, pro-petite poignée de rentiers boomers qui profitent de tout ce qu'on fait dans l'économie. Moi, je suis pour que des gens qui sont extrêmement motivés par l'activité qu'ils font et qui veulent travailler 60 heures par semaine super intense, je suis pour qu'ils puissent le faire. Et que si ce truc-là réussit énormément sur le marché, rapporte plein d'argent, bah, qu'ils aient les fruits de leur travail. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Tant qu'il n'y a personne qui est exploité, tant que ça fait du mal à personne, et que les besoins vitaux sont garantis, etc., je suis très chaud. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis plus un vrai libéral que tous ces gens qui prétendent être des libéraux, mais défendent le capitalisme. Ils vont s'organiser, s'ils aiment l'entreprise, s'ils aiment le projet, ils vont s'impliquer. Et donc, le produit du temps de présence par le taux d'implication fera que le résultat sera aussi bien que quand on travaille 5 jours par semaine, complètement désimpliqué. En plus, vous savez très bien que si les décisions dans les entreprises privées aujourd'hui en France étaient prises collectivement par les gens, genre que tu avais vraiment des débats démocratiques sur mais est-ce qu'il vaut mieux faire ce genre d'investissement-là ? Est-ce qu'il faut ouvrir une nouvelle succursale dans cette région en France ou est-ce qu'il faut plutôt délocaliser ? Les entreprises prendraient des meilleures décisions. Combien de gens bossent dans des boîtes où les décisions, genre votre département en fait on va le transférer dans cette autre région, où en fait ça va empirer tout un tas d'aspects de la production et rendre l'entreprise moins efficace, mais vous subissez ces décisions et vous devez déménager. On a décidé d'acheter tel logiciel au lieu d'un autre, mais c'est une décision qui vient d'en haut par des gens qui n'y connaissent rien et juste parce que leur pote dans un dîner de riches à Paris leur a vanté les mérites de tel produit, alors qu'en fait c'est de la grosse merde en pratique pour les gens qui vont l'utiliser. Combien de décisions complètement déconnectées parce que c'est pris par des gens tout en haut, alors que les gens qui font le taf au jour le jour, en fait, auraient pu prendre une décision beaucoup plus pertinente et qui, littéralement, serait dans l'intérêt des profits de l'entreprise et de l'efficacité. Moi, je suis désolé, le nombre de gens que je connais dans des grosses boîtes françaises qui se plaignent constamment des décisions de la hiérarchie, des investissements, de la répartition, de pourquoi il y a des gens qui sont embauchés et pas d'autres, alors qu'il y a beaucoup plus tel besoin. Les gens ont des postes juste par connivence. Ils embauchent leurs potes, ils embauchent les gens de leur famille, etc., au lieu de prendre des gens plus compétents. Tout ça contribue à une énorme inefficacité de l'économie capitaliste parce que c'est pas démocratique. En fait, ça ressemble à des petites dictatures. En fait, c'est comme l'argument des droitards qui disent « Non, mais en fait, les dictatures, c'est moins efficace que les démocraties, c'est pour ça qu'il y a des démocraties. » Bah ok, donc pourquoi vous êtes contre les démocraties dans les entreprises alors ?
Si les dictatures aboutissent à des décisions moins pertinentes, moins bonnes pour l'entreprise, beaucoup plus subjectes à des biais individuels des gens qui les prennent, pourquoi on fait comme ça et pourquoi on fait pas une démocratie? Allez, checkmate libéral. On est dans un pays où il y a des millions de gens qui vont tous les jours au travail la boule au ventre, qui en rentrant de leur semaine de boulot pleurent chez eux tellement c'est une souffrance pour eux au jour le jour d'y aller, parce qu'ils ont des managers toxiques, parce qu'ils se font exploiter, parce que les conditions elles sont catastrophiques alors qu'elles pourraient être beaucoup mieux, parce qu'ils voient pas d'avenir à leur métier, à leur activité, parce qu'ils se disent putain dans 20 ans je vais encore être coincé dans ce poste, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi le sens de ma vie? C'est ça le sujet en fait, c'est que les gens souffrent du système économique actuel. J'attends la réponse de Mos Majorum sur mon système à moi que je préconise. Est-ce qu'il va me dire que du coup je suis un marxiste fou ou est-ce qu'il est ouvert à la contradiction et à la réflexion de comment on sort du néolibéralisme, comment on sort du capitalisme actuel ?